Alors bonjour, je suis le docteur Marie Bistoquet, je suis infectiologue au CHU de Montpellier et je suis actuellement la coordinatrice médicale du Corévi Occitanie pour le côté est de la région. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Madame Hélène Meunier, qui est médiatrice en santé au sein de l'association Envie à Montpellier. Donc, nous allons avoir la chance de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui, docteur Landman. Je vais vous représenter, vous êtes infectiologue à l'hôpital Bichat à Paris et vous êtes responsable, entre autres, de l'étude clinique ANRS Quatuor, pour laquelle vous avez présenté les résultats après 96 semaines de suivi à la conférence internationale de la CROI, qui s'est tenue en virtuel en mars dernier. Première question, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur cette étude ? Merci d'abord pour cette invitation. Merci à mes collègues de la Corévi et aux associations. Alors, concernant les CNRS Quatuor, c'est déjà maintenant une étude que nous avons mis en place il y a plusieurs années, dont on arrive à la fin avec les résultats à 96 semaines que nous avons montré à la CROI avec Pierre de Truchy, qui est le co-PI de cette étude à l'hôpital de Garches. Donc, il s'agissait d'essayer de voir dans un essai randomisé pendant 48 semaines déjà, de la comparaison d'un traitement d'entretien d'une trithérapie standard par rapport à une trithérapie qui était interrompue 3 jours par semaine, c'est-à-dire en général le vendredi, samedi, dimanche. La première phase randomisée de l'étude, nous l'avons présentée à l'IAS en 2019 et elle a montré une non-infériorité entre les deux stratégies. Et nous avons poursuivi cette étude, cette fois tous les patients qui étaient préalablement dans l'essai randomisé sont passés. Ceux qui étaient en succès thérapeutique, bien entendu, sont passés en 4 jours sur 7. Et c'est cette analyse que nous avons présentée à la CROI. Donc, pour revenir sur l'idée de départ, il s'agissait de prendre des patients, de proposer à des patients qui étaient essentiellement sous anti-intégrase ou sous analogue non nucléosidique, et il y avait une petite partie qui était sous IP, et qui était depuis longtemps indétectable, de passer à ce genre de stratégie. Donc, l'objectif principal, c'était quand même l'objectif de la non-infériorité AS48 qui a été démontré. Et ensuite, on passait sur l'analyse AS96. Donc, l'analyse AS96, elle a porté sur, au total, 621 patients. Bon, pour résumer un peu les caractéristiques de ces patients, il s'agit majoritairement d'hommes, 84% d'entre eux, qui avaient depuis très longtemps une suppression virologique depuis plus de 5 ans, presque 6 ans, 5,8 ans, et qui étaient majoritairement des patients qui avaient du tenofovir ou du TAF avec du FTC dans 72% des cas et 27% des cas de la bacavir 3TC. Dans les analogues non nucléosidiques, il s'agissait essentiellement de la rilpivirine, et dans les analogues, dans les anti-intégrases, essentiellement de l'elvitegravir et du dolutegravir, dans les IP, du darunavir. Donc, ces patients, au total, quand on analyse ce qui s'est passé sur le succès thérapeutique, pour les patients qui ont atteint les 96 semaines, on a un succès thérapeutique à 92,7%. Pour les patients qui ont fait 48 semaines de suivi, puisqu'ils n'ont pas tous été suivis 96 semaines sous cette stratégie, ils sont à 96%. Et ces résultats de 96% d'efficacité, c'est ce qu'on a obtenu dans la première partie de l'essai en succès thérapeutique dans la partie randomisée. Donc, on a eu des échecs virologiques qui restent excessivement rares, jusqu'à 4%, jusqu'à S96. Et quand on analyse ces échecs virologiques, ils ont été un petit peu plus fréquents sous analogue non nucléosidique dans 5,3% des cas et dans 2,4% avec des anti-intégrases. Quand on regarde un peu le détail, qu'on n'a pas eu le temps d'afficher à la CROI, mais je peux vous le dire puisqu'on est entre nous, essentiellement, on a eu quelques échecs sous raltegravir et des échecs sous rilpivirine. Les échecs sous dolutegravir, c'était un cas dans chaque bras. Donc, c'est excessivement rare. Et quand on regarde le détail de savoir si on a des mutations de résistance nouvelles qui apparaissent, les mutations de résistance nouvelles qui sont apparues, c'était pour au total 7 patients sur l'ensemble des 621 patients, sur les nouvelles mutations de résistance. Et il s'agissait de la rilpivirine dans 4 cas, un patient sous elvitegravir dans un cas et un patient sous raltegravir dans l'autre cas. Voilà pour les nouvelles mutations de résistance qui sont apparues. Donc, notre conclusion du point de vue purement de l'efficacité virologique
sur 96 semaines. C'est très efficace. On est dans les taux qu'on obtient sur les stratégies d'allègement, quelles que soient les stratégies d'allègement utilisées en bithérapie, par exemple. Concernant l'émergence de risque d'émergence de mutation de résistance, on en a vu avec des molécules qui ont une barrière génétique un petit peu plus faible. Donc, c'est ça un petit peu le message général. Ça peut exister, mais comme on s'y attendait aussi parfois sur l'émergence de mutations de résistance au long terme, à 2 ans de suivi chez des patients qui prennent une trithérapie avec de la rilpivirine ou avec de l'elvitégravir ou du raltegravir. Donc, on n'est pas troublé par ces résultats. Donc, si on revient au fond, sur nos patients ont été très satisfaits d'accéder à un traitement allégé. Il y avait, je pense, dans l'engouement qu'il y a eu sur Quatuor, puisqu'on a inclus ces 640 patients, en fait, en réalité, en l'espace de 4 mois, ce qui prouve qu'il y a beaucoup de centres qui ont participé. Il y avait une vraie demande des patients pour essayer d'alléger un petit peu la charge mentale autour du traitement et peut-être d'espérer une amélioration sur la toxicité, ce qui est un point qui est beaucoup plus difficile à prouver. L'amélioration sur la toxicité, nous, on a eu une légère amélioration de 4 millilitres par minute sur la clairance de la créatinine. Mais concernant le poids, les troubles métaboliques, tout ce qu'on peut analyser dans ces cliniques, on n'a pas vu de différence sur 96 semaines de suivi. C'est peut-être trop tôt, de toute façon. Les autres études qu'on avait montrées pour Quatuor, on les avait déjà montrées à la CROI 2020, qui est très important, à savoir que sur les compartiments spermatiques, la charge virale ultrasensible, les BLIP, d'ADN proviral, aucune différence entre les stratégies dans la phase randomisée de l'essai. Donc, il n'y a pas de message d'alerte sur l'inflammation, l'activation de ce côté-là, et ça, c'est très important. Donc, le dernier point, c'est on ne peut pas le négliger, c'est la réduction des coûts, puisque c'est une trithérapie qui coûte 40%, 42% en coût annuel de moins, ce qui est très important de nos jours. Donc, je pense que globalement, les résultats de Quatuor sont tous satisfaisants sur une stratégie d'allègement. Ça ne fait que apporter un petit peu plus de possibilités thérapeutiques aux collègues et aux patients sur la façon de gérer à long terme une trithérapie dans les stratégies d'allègement, des bithérapies, des trithérapies. Et comme vous le savez, on passe maintenant à un essai clinique qui s'appelle Duetto, qui va analyser, de voir si la stratégie 4 jours sur 7 peut s'appliquer à des bithérapies. Voilà pour le résumé de Quatuor. J'espère que je n'ai pas trop dépassé le temps. Parfait, merci. Et la deuxième question qu'on aimerait vous poser, docteur, c'est concrètement quel message souhaiteriez-vous faire passer aux personnes qui vivent avec le VIH et qui prennent actuellement leur traitement tous les jours ? Je pense que d'abord, le message, c'est qu'on ne peut pas avoir de nos jours un message trop uniforme, trop standard sur la trithérapie et le gold standard, on n'en bouge plus. C'est un peu faux. On a appris ça avec l'ibithérapie, on a appris ça avec les allègements de type Quatuor. Donc ça, on peut adapter ces traitements long cours chez les patients qui sont déjà contrôlés virologiquement depuis longtemps. Il faut trouver finalement les meilleures stratégies pour réduire, si possible, comme objectif principal, de traiter au mieux avec le moins de molécules possible. C'est quand même la philosophie qui est derrière tout ça. On peut probablement bien contrôler le virus en sélectionnant et en parlant de manière claire aux patients sur, il y a des critères de sélection qu'on a dit, qu'on a utilisés dans l'essai. Ça ne s'adresse pas peut-être à tout le monde, ça s'adresse aussi à des patients motivés. Il y a, comme dans tout changement de traitement, une surveillance plus attentive au début, puis après, ça va s'espacer comme une surveillance habituelle. Maintenant, le bénéfice, il est aussi psychologique. Moi, je le vois avec les patients qui se débarrassent de cette idée de traitement quotidien. Alors, ça doit être encadré, ça ne doit pas devenir un peu n'importe quoi, bien entendu. Ça doit rester, effectivement, chez les patients qui sont très compliants, qui ont toujours été très compliants, eh ben, ils vont arrêter le vendredi, samedi, dimanche, ils vont reprendre en réalité très bien le lundi. Et ils n'auront pas un peu cette charge mentale autour de ce comprimé quotidien. Après, sur un impact à très long terme, c'est très difficile à évaluer. On a beaucoup de difficultés à pouvoir mener des études sur du très long terme pour en tirer des bénéfices à 4 ou 5 ans. Ça coûte cher, c'est compliqué à suivre des patients pour ce type d'essai. Mais voilà, en gros, on revient quand même sur l'idée, essayons de traiter avec le moins de molécules possible tout en conservant un contrôle virologique. Je vous remercie.
Donc, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Et donc, on va continuer de suivre avec attention les prochaines actualités de Quatuor. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, vous aussi.